Mais du coup, pour toi, c'est Jet le favori pour le titre de King? Ah ouais. Ben moi, je te dis Malcolm Stewart. Allez, à plus. Bienvenue à tous sur l'épisode 54 du Brap Show. Et vous l'avez vu en intro, quelqu'un vous l'avait dit, Malcolm Stewart est le roi de Paris, le tout nouveau King of Paris. Et on va parler de tout ça. On va d'abord faire une petite parenthèse quand même WSX parce qu'il y avait quand même moins à dire, mais il y avait aussi la course de World Supercross ce week-end. On parlait du Supercross de Paris la semaine dernière, Clément. On disait que ça coûtait cher, que nous on n'y allait pas cette année. Toi en plus maintenant tu es de retour dans le sud. Moi je suis à côté, mais c'est vrai que bon, tout augmente et le pouvoir d'achat diminue et les prix pour les places augmentent. Mais que c'est les mêmes pilotes que l'année dernière, que Jet Lawrence va sûrement gagner les doigts dans le nez et qu'en plus il n'est pas très motivé. Pétard, Mookie nous a fait le spectacle quand même. Moi j'ai ravalé mes mots un peu à chaque manche que j'ai regardé, sauf les mots où j'ai dit que Malcolm allait gagner en fait. Donc, c'était vraiment, vraiment très, très stylé à regarder. Bon, merci à MGT Design et MGT Design Racewear d'être avec nous depuis le début. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous aimez ce contenu, parlez-en aussi à vos potes. Faites un petit peu de bouche à oreille. Nous, ça nous aide et ça nous fait en tout cas vraiment plaisir de voir tous les petits commentaires sympas des gens qui nous suivent et qui aiment. Et avec moi, comme toujours, Mr. Brap. Mr. Brap qui perd toujours de plus en plus d'abonnés. Hein, il en a des sueurs froides, il met le bonnet. Bon, Clément, c'était comment alors WSX? Tu pensais que Tomac serait en dessous de Roxen? Ouais, je pensais qu'il serait un petit peu en dessous de Roxen. Bon, au final, il s'est bien adapté à la KT. Et je crois que je disais que ça me choquait quand même un petit peu au début là, de le voir sur la KT et tout, que c'était pas vraiment dans la continuité. Et puis au final, il suffisait de voir une course, deux, trois vidéos sur Instagram et je crois que je suis déjà habitué. Donc, bon, ça faisait quand même bizarre de voir la KTM avec le numéro 1 comme ça parce qu'ils n'ont pas changé de police de numéro en tout cas. Donc, tu sais plus si c'est Webb, Sexton, tu te perds un petit peu, mais non, c'est Tomac. Et ouais, au final, ça l'a fait. Il a gagné devant Roxen. Après, Roxen, encore une fois, je trouve qu'il s'accrochait bien. Enfin, il a bien roulé dans la continuité pour le coup de la première épreuve. Donc c'est cool parce que si on se dit que les gars là sont au meilleur niveau, enfin j'aimerais vraiment, comme je le dis un peu à chaque fois, voir Roxen rouler devant aussi en championnat AMA. Donc ce serait cool qu'ils suivent cette lancée-là et que les deux soient aux avant-postes dès la saison prochaine. Ouais, c'est clair. Thomas qui gagne la première et la dernière manche. Roxen, il a gagné la deuxième. Ouais, Roxen, ça roule toujours bien. Même si il faisait quand même plus d'erreurs que la semaine dernière. Et tu vois, j'ai remarqué un peu ce que tu disais que il roulait en Argentine, il roulait pas comme il roule. Enfin, t'as l'impression en tout cas qu'il roule pas exactement comme il roule en SXUS, là où il y a d'autres top pilotes. Que quand il sait qu'il est archi favori, c'est pas le même. Et je trouve que là, quand il y avait Tomac derrière et que ça se bataillait un peu, tu sentais qu'il était peut-être un petit peu plus inquiet de ce qui se passait derrière lui que si c'était juste Jason Anderson ou Joey Savacci, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Et puis je pense que même quand il s'est retrouvé deuxième aussi derrière lui, il a envie quand même de prouver, il a envie de finir devant Thomas. Là, il se dit, il y a Thomas justement, et devant lui, il faudrait que je finisse, quoi. Ce serait vraiment bien. Donc je pense que le mindset, il change un petit peu. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il était quand même déter et qu'il avait envie d'aller le chercher à chaque fois. Bon, avec ce que tu as vu là de Tomac sur la KTM, du coup, en World Supercross, est-ce que tu penses qu'en 2026, il gagne une ou quelques courses de Supercross? Ouais, il y a moyen. En tout cas, moi, je l'ai pas vu moins bon que sur la YAM. Donc, il en a gagné une là sur la YAM l'année dernière. Moi, je pense que ça peut le faire. Pour le coup, les Whoops, que ce soit sur le terrain d'entraînement ou même là, ils étaient un peu plus difficiles quand même, là, les Whoops. Ça avait l'air d'aller. Donc, pourquoi pas, hein. Ouais, il s'est quand même fait deux trois sucettes à la fin de la deuxième manche, mais il a dit dans une interview que c'était une question de rapport et de traces aussi. Donc, il a dit gearing, donc je ne sais pas s'ils ont changé quelque chose au niveau de la transmission ou si c'est juste lui qui les prenait par exemple en 3 et qui a passé la 4. Mhm. Mais ouais, c'était mieux en dernière manche. Et j'étais rassuré de voir que malgré le fait qu'il soit sur une KTM, il s'est pas décidé à aller sauter. Ouais, Parce que... et Ouais, puis vas-y. il n'y a visiblement pas de problème de chauffe aussi d'amortisseur là ou quoi que ce soit. Donc, c'est aussi un peu rassurant. Bon, après, sur 12 tours, j'espère qu'il n'y a pas de problème de chauffe d'amortisseur. Parce que si déjà, au bout de Ouais. 12 tours, on a des problèmes, quand on fait des finales de 25-26 tours, quand c'est 20 minutes et un tour aux US, là,
ce serait déjà très inquiétant quand même. Mais 12 tours avec Tomac, quand même. Donc, C'est vrai. ça vaut peut-être 20 d'un Prado ou d'un mec un peu plus fluide ou d'un Sexton, justement, qui va moins utiliser l'embrayage. Bon, après, on sait que du coup, il est avec un embrayage à câble là. Sur la KT, mais ouais, on sait que c'est un pilotage quand même un peu bourrin, donc tu te dis que puis c'est pareil, je sais pas, tu vois, je sais pas combien il pèse, mais je pense qu'il est quand même plus lourd qu'un Sexton, Tomac, comme ça, Mais je tu suis vois. même pas sûr, hein. Ouais, Je suis de même pas vue, sûr j'ai parce que envie de dire Thomas, ça, c'est vrai mais qu'il a toujours fait un petit peu massif sur la moto, mais je pense que c'est un peu une question de posture et de par pierre en dessous, même si, enfin, bah, justement, ces dernières années, il faisait moins en plus épais, je trouve. Et enfin, quand tu vois Sexton torse nu, et moi, l'autre fois, j'ai vu sur des photos sur Instagram des photos de Thomas, des photos de vacances que sa femme avait postées. Et Sexton, il est plus stock quand même, hein. ouais, mais Donc, il a bien pris je aussi sais pas. Sexton là, depuis 1 ou 2 ans là. Bah, je crois que Ouais. c'est après l'hiver dernier que là, je crois, il a changé un truc dans la diète ou Depuis qu'il est arrivé chez KTM, hein, genre sa ouais. dernière année Honda, première année chez KTM, c'est là qu'il était vraiment Ouais, et je me baraque, souviens quoi. que même Barcia lui avait fait la remarque, je crois, sur un outdoor et tout, en lui disant t'es stokos, toi et tout. Il avait fait une réflexion comme ça en disant t'as des gros bras et tout. Ouais. Ouais, mais je sais pas combien. Mais ça se trouve que ça peut se trouver. Enfin, possiblement, ça peut se trouver le poids de Thomas. Ouais. On essaiera de chercher ça, le poids des pilotes de Supercross pour la semaine prochaine. Non, le scrub qu'il a fait sur l'arrivée pour doubler Anderson, il était beau, hein. Ouais. Ouais, ouais. Et, bon, sinon, du coup, vu qu'on pense quand même que Roxane, il va pas faire tout le championnat du monde de Supercross, moi, j'ai vu un Craig qui était quand même pas mal encore ce week-end, presque au niveau d'Anderson. Il y a 6 points d'écart, je crois, entre les deux au championnat actuellement. Ça pourrait être une bataille Craig-Anderson, là, pour le titre. Ouais. Ouais, ouais, ça se peut. Non, c'est vrai qu'il a confirmé un peu la perf qu'il avait faite à la première épreuve, Craig. Et ce serait cool pour lui déjà qu'il puisse se battre justement pour le titre. Et puis ça mettrait aussi un peu de piment dans les épinards. Comme ça, on aura de la bataille pour le WSX, même si on n'a plus Roxane, même si on n'a plus Tomac ou des têtes d'affiche. Ok, donc toi, c'est pas du beurre que tu mets dans les épinards, c'est du piment. Ah ouais, non, c'est du Direct. piment là. Je veux du piment dans les épinards. Et puis sinon, catégorie SX2, Anstey est toujours parfait. J'ai trouvé que Cotichoc était quand même très chaud sur la deuxième et la troisième manche. Et McElrath, peut-être encore plus décevant que la semaine dernière. Ouais, tout pareil. Ouais. Bon, pour le championnat du monde de Supercross, il y avait autre chose à raconter ou... Non, et puis j'avoue, en plus, je suis passé vite dessus quand même, hein. En réalité, pareil, j'étais très occupé ce week-end et j'ai pris le temps de regarder le SX de Paris, mais c'est vrai que le WSX, bah, j'avais envie de voir Tomac ce qu'il donnait sur la KT quand même. Mais j'étais à deux doigts justement après la première épreuve, la première manche des SX2, de regarder que les SX1 parce que ouais, Steve part devant et puis au final, il n'y a personne qui l'inquiète, quoi. Mais c'est vrai que Choc a encore une fois confirmé et j'ai l'impression qu'il monte même encore un peu en puissance. Il a été capable de l'accrocher un petit peu. Alors on voit que des fois, c'est un peu sur un fil de rasoir, quoi. C'est très limite à certains moments, mais bon, il a beaucoup d'envie. En tout cas, il se donne pour accrocher les tops et je suis curieux de le voir aussi ensuite en championnat AMA parce que bah, s'il arrive à tenir un peu à NCT, alors après, est-ce que NCT aussi gérait tranquille, tout ça, euh, surprise en janvier du coup en championnat AMA, mais non, sinon pas grand chose à dire, quoi, sur le WSX là. Bon, bah, on va tout de suite passer au main event, du coup, le Supercross de Paris 2025. Analyse avec Mr. Brap, MGT Design et MGT Design Racewear. Et on va commencer par la piste, parce que j'ai trouvé la piste encore une fois, mais de toute façon, c'est un peu le cas depuis qu'on est à Paris à Défense Arena. Mais la piste était encore, je trouve, de mon point de vue de spectateur qui était sur le canapé, très très bien. J'ai beaucoup aimé le petit mur Milwaukee qui était une espèce de petit camel. Et bon, bah, c'était pas un simple pain de sucre comme on a pu l'habitude de voir. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est pas quelque chose qu'on voit ailleurs. Parce que tu vois, dans l'enchaînement le long des tribunes où ils ont débloqué le quadruple, Jet et Malcolm, le dimanche, tu avais un petit on-off qui est comme ce qu'on voit depuis 2 ans en SXUS. Et ça, c'est quelque chose qui... Bon, c'est bien qu'ils le mettent, mais c'est quelque chose qui me titille un peu, on va dire, parce que ça m'agace pas non plus, mais qui me titille un peu, c'est de voir que aux US, ils font 9 whoops, et à Paris, on fait 9 whoops. Aux US, il y a ce nouvel obstacle depuis 2 ans, bah, viens, on le rajoute à Paris aussi, et qu'on soit un peu souvent dans cette dynamique de suivre ce qui se fait aux US,
Et là, tu vois, avec ce mur Milwaukee, c'est un truc tout bête, mais c'est vraiment un obstacle qu'on ne voit pas en SXUS, qu'on n'a pas vu en championnat du monde de SX ou ailleurs. Et ouais, c'est ce simple enchaînement où c'est une espèce de petit camel, pain de sucre et un double derrière. Mine de rien, ça faisait un peu des différences avec le quart de tour avant et le quart de tour après. Et j'ai trouvé ça très bien et plus sympa qu'un simple pain de sucre. Ouais, non, c'est clair. Et puis surtout que d'habitude, le pain de sucre, ils mettent quand même une sorte de petit appel collé qui fait peut-être, je sais pas, 50 centimètres, quoi. Et au final, ils n'arrivent pas à sauter, à aller derrière. En général, ils dribblent dessus. Donc voilà, c'est vraiment un obstacle pour casser la vitesse et faire en sorte que le Tour à Paris fasse pas 30 secondes. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu du remplissage, moi, je trouve, chaque année. Que là, effectivement, quand j'ai vu ça, je me suis fait la même réflexion. Je dis, ah là, c'est cool, ce petit saut. Un saut qui va haut, justement. Et je trouve que ça me rappelle un peu les années que j'ai pas réellement connues en fait. À l'époque, tu vois, où c'était justement des sauts assez raides qui envoyaient haut, pas spécialement loin. Tu vois, il y avait moins de vitesse linéaire, mais ça allait haut. Et du coup, ça me rappelait un peu ça, et notamment aussi le premier triple en sortie de virage après le sable. C'est pareil, je trouve que là, l'appel il était bien raide et que ça faisait un Mm. triple. Quand j'ai vu sauter la première fois, j'étais étonné, quoi. Je m'attendais pas à aller si haut pour passer un triple dans un enchaînement, tu vois. Et donc, du coup, j'ai pas mal apprécié que je trouve que ça faisait des vrais sauts, quoi. Et puis, pour le coup, qui se rapprochent aussi du championnat US. Et ça, c'était vraiment cool. Et pareil, avec ce pain de sucre, du coup, à Milwaukee, la pseudo Camel, c'était sympa parce que sur cette ligne, à chaque fois, justement, comme ils font une grande ligne de départ, à chaque fois, c'est pareil, c'est un peu de remplissage ici. Il n'y a pas trop de place de faire grand chose. Et donc, du coup, on met deux trois bosses comme ça, au final, qu'on enroule. Enfin, pas grand chose à faire dessus. Que là, du coup, cet obstacle-là, en tout cas, il a rajouté quelque chose, et c'était bien sympa de le voir. Après, moi, pour l'enchaînement, justement, qu'il y a le long des tribunes où ils ont débloqué le 4, en fait, j'aime bien cet enchaînement-là. Donc, moi, là, ça me dérangeait pas de le voir. Mais Ça m'a pas dérangé non plus. Enfin, c'est vrai que j'ai critiqué. L'enchaînement, je le trouvais très très bien, hein. C'est juste que quand j'ai vu d'abord sur le plan et ensuite sur la construction de la piste, je me suis dit, ah oui, voilà, on voit ça aux US depuis 2 ans, donc ça y est, ils l'ont rajouté au Supercross de Paris. Tu non, vois. mais c'est clair, et j'allais poursuivre en disant justement que je te rejoins là-dessus, c'est que c'est très copié États-Unis. Je ne sais pas si dans leur tête, c'est pour justement que les pilotes qui viennent des États-Unis puissent se dire ça vaut le coup d'aller à Paris, c'est un bon entraînement parce que on retrouve ce qu'on retrouve nous en championnat, et ce qui nous fera manger l'année prochaine. Donc du coup, peut-être que tu vois, ça permet après aussi les gars quand ils rentrent, je sais pas, ils en discutent peut-être entre eux, enfin d'avoir ce retour-là, de se dire au Supercross de Paris, c'est un vrai entraînement, et c'est un endroit où on aimerait aller, tu vois, en tant que pilote, même si voilà, il y a pas de place pour tout le monde, ils aimeraient venir pour pouvoir s'entraîner et se préparer pour le Supercross US. Donc je sais pas si c'est dans cette optique-là ou si c'est justement pour copier, parce que voilà, ce qui se fait de mieux c'est là-bas, et donc vraiment pour copier. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, enfin, notamment les 9 whoops. Il me semble qu'on n'a jamais vu de très grosses chutes à Paris, tu vois, ou très graves dans les whoops. Alors, c'est pas parce que c'est jamais arrivé, du coup, qu'il faut pas être préventif et faire attention à ça. Mais je trouve ça un petit peu dommage, effectivement, qu'il y en ait moins. Après, bon, en tout cas, ils essaient de les faire un peu plus gros aussi pour que ce soit une vraie difficulté, et que ce soit compliqué pour les pilotes. Et puis, ils ont conscience justement qu'au fur et à mesure du week-end, plus ils les refont, plus ils diminuent aussi au niveau de la taille. Donc ça, c'était quand même cool. Mais moi, tu vois, je serais curieux de voir. Alors après, j'ai pas du tout réfléchi à comment on pourrait agencer ça, mais de voir une ligne de départ peut-être un peu plus courte, tu vois, mais où justement, tu peux peut-être avoir un enchaînement, un vrai enchaînement en fait sur la largeur, plutôt que Mm. d'avoir à chaque fois ce long départ et qui fait un virage très ouvert au départ avant de se refermer pour aller sur une longueur. Ouais. Après, bon, là, pour le coup, avec le tracé de cette année, il n'y avait pas vraiment la place pour une whoop de plus, hein, je suis d'accord. Et effectivement, de par leur taille, de toute façon, il y avait quand même de la différence dans les whoops. Et c'est vrai que je pense que si tu en fais plus, il va quand même falloir les faire un peu plus petites, même si la façon dont ils les font à Paris, j'ai l'impression que du coup, tu peux pas trop les sauter. Parce que c'est vrai qu'à Paris, tu vois souvent les mecs dribbler, et t'en as qui galèrent un peu et qui, limite, quand ils se ratent, après, ça saute pas, ça enroule. Mais c'est vrai que. Et ça, c'est aussi une bonne chose, je trouve. Au final, je trouve qu'au niveau de la piste, au Supercross de Paris, il y a plusieurs choses qu'on fait mieux qu'aux US, j'ai envie de dire. Parce que quand tu regardes, ça fait quelques années que les quarts de tour sur la piste du Supercross de Paris, à chaque fois, tu as l'intérieur et l'extérieur qui marchent. La façon dont ils font le relevé aux US, à chaque fois, le mieux, c'est de prendre le virage à la corde au final quand tu as un quart de tour.
C'est très rare que tu vois un extérieur dans un quart de tour aux US qui fonctionne et où les pilotes vont le prendre. Alors que nous, au Supercross de Paris, la façon dont ils sont faits, ça fait toujours un appui assez bas, mais un petit rail qui leur permet de prendre vraiment rapidement. Ils rajoutent généralement un appel plus haut au niveau de l'intérieur dans l'enchaînement, ce qui fait que tu fais des combinaisons différentes et ça marche bien. Et donc, oui, c'est bien. Enfin, moi, je trouve que c'est bien qu'ils s'inspirent du SXUS et notamment, enfin, tu vois, genre, c'est juste la sensation que ça m'a fait quand j'ai vu, encore une fois, cette espèce de double table là. Mais c'est pas, je trouve pas du tout ça mal de le rajouter. Je trouve que c'est bien, tu vois, de pas se limiter à ce qu'on voit aux États-Unis. Et au final, c'est ce qu'ils ont fait avec cette piste. Le seul truc que j'aurais aimé voir, ça fait quelques années qu'on voit la même chose, c'est les petites bosses qu'il y a avant le saut de freestyle. J'imagine que c'est pour une question de sécurité, ils veulent pas mettre un vrai saut ou des vrais whoops parce qu'il y a les rampes juste à côté. À mon avis, c'est ça. Et à la fois, on a tous vu Mathis Boramé, du coup, avec ses petites bosses. Tu l'as pas vu aux essais? Ouais, j'ai vu vaguement, j'ai vu qu'il y a c'était Mathis Boramé du coup qui a sauté presque sur la pancarte AMV au final. Ouais, c'est ça. Et qui a touché David de Soziboui, qui était positionné ici. Là. Il faisait encore les commissaires. Ah Mais ouais. ouais, il a perdu les pieds en fait sur le premier double, je pense. Du coup, il a sauté le Ok. deuxième double sans les pieds sur la moto. Ouais. Et donc, du coup, en perdition, il a sauté, mais les pieds pas sur les repose-pieds. Et il a fini à côté, la moto. Alors, du coup, j'arrivais plus à voir. À un moment donné, j'ai vu une séquence photo et à un moment donné, tu le vois plus. J'arrivais pas à Ouais. savoir s'il était tombé carrément de là-haut ou pas, mais je crois que non, il est retombé sur les banderoles, lui, AMV. Et la moto, Ok. elle, par contre, est tombée plus bas. Apparemment, elle était en miettes. Mais bon, lui, il s'est quand même fait quelques fractures, je crois, dans la jambe, de ce qu'il disait Ok. à la télé. Donc quand même une bonne chute. Et puis, ouais, c'est sûr que bah, c'est pareil, ça, c'est un peu du remplissage. C'est vrai que des fois, il faisait justement sinon un pain de sucre. Je me souviens qu'une année, tu avais le pain de sucre, même avec une toute petite table derrière. Des fois, certains sautaient ou alors ils l'enroulaient. Je me souviens plus quelle année c'était. Je crois Avant que... le saut de freestyle? Ouais. Ah, c'est marrant, je m'en souviens pas, mais. Et ben, je crois que c'était une année où il y avait Web, il me semble avoir des souvenirs de. Et soit ça sautait pas, mais c'est pareil, voilà, c'est un obstacle. C'est un peu du remplissage, quoi. Donc c'est Et vrai que c'est un peu après, dommage. j'y réfléchissais, mais tu vois, un on-off comme on avait parfois à l'époque, comme on avait l'année en 2005, là, avec Short et Tortelli, un petit on-off comme il y avait avant le saut d'arrivée, avec les 450 et le virage qu'il y a avant, il te ferait quadruple à chaque fois et ça, enfin, ça irait vite et ça ferait pas de différence. Mais tu vois, je me disais, le mur Milwaukee, peut-être qu'il aurait été très bien à cet endroit-là aussi. Ça casse la vitesse et en même temps ça fait un vrai saut et du coup faire quelque chose comme tu disais, peut-être un triple à la place du triple d'arrivée, mettre un triple ici et au niveau de l'arrivée tu mets autre chose. Enfin je sais pas quoi, il y avait moyen. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on voit, même si c'est pas exactement les mêmes vagues, avant ce saut de freestyle c'est un petit peu tout le temps la même chose. Mais bon, là on chipote dans l'ensemble, j'en ai peut-être pas l'air mais j'ai trouvé la piste vraiment très très bien et pour parler des courses, SX2 comme SX1 c'était la folie quoi. Ouais, on a eu des belles courses. Merci à Anthony Bourdon de s'être donné comme ça et d'avoir concurrencé Cloud parce que c'était cool à voir. Même en SX2, du coup, c'était intéressant de regarder quoi, les courses. Ça faisait pas du remplissage en tout cas là pour le programme du soir. C'était quand même intéressant. Et tu vois, ça me faisait penser à ce qu'on se disait justement dans l'épisode précédent. Au final, on a un peu des pilotes de second rang là dans cette catégorie SX2. Et en réalité, bah, j'ai pris quand même, je pense, autant de plaisir quasiment de les regarder. Et pourtant, bah, effectivement, on n'avait pas des têtes d'affiche, Digan, Shimoda, Kitchen en SX2, mais ça n'empêche que ça a fait des courses. Et c'est vrai que moi, au final, je pense que ce que j'en conclus, plus que de voir, alors c'est bien de les voir quand même une fois, tu vois, à un moment donné, j'étais content de voir Jet Lawrence, Hunter Lawrence, etc. Mais je pense que ce qui me plaît le plus, c'est de voir de la bataille sur la piste, quoi. Pas un qui part devant et puis on sait qui gagne, et puis derrière, bah voilà, que ça roule moins bien, etc. Je pense, parce que du coup, je me suis quand même régalé à regarder les SX2 là ce week-end. Ouais, de la bataille et du suspense. Et tu vois, ouais, je t'avais posé la question sur ce que tu en pensais à ce niveau-là, au niveau de prendre vraiment vraiment un ou deux top pilotes versus prendre 4-5 pilotes de second rang qui vont être un peu plus au même niveau. Parce que je sais que c'est la politique qu'ils ont eue pendant un moment au niveau du Supercross de Bercy, notamment, je reviens à l'année 2005 dont je parlais, où les têtes d'affiche, c'était Andrew Short
et Mike Alessi qui était au top de leur carrière 250. Enfin, Alessi, c'était sa deuxième ou troisième année pro, mais c'était vraiment quelqu'un pour lequel il y avait beaucoup de hype. Et face à eux, c'était un Tortelli qui était en fin de carrière, qui redescendait en 250 pour le Supercross de Bercy. Et on s'est retrouvé avec un Tortelli et Andrew Short qui ont bataillé. Et enfin, nous, dimanche, quand on y était, voilà, tu savais pas lequel des deux allait gagner. Et tout le POPB était derrière le pilote français, évidemment. Et ça crée de belles courses et de super souvenirs. Et c'est vrai que, ben ouais, mais pour le coup, quand j'ai vu la liste de pilotes SX2, Bourdon, je l'attendais pas là, hein. Là, il m'a surpris. Ben, moi aussi, je me suis fait la réflexion, et je l'avais dit d'ailleurs à Vaud, j'ai dit, ouais, il a quand même passé un step en Supercross, parce que il me semble qu'avant, avec Fontvieille, par exemple, bah, ça se bataillait. Je sais même pas s'il finissait devant Fontvieille il y a peut-être 2 ou 3 ans, tu vois. Et là, pour le coup, bah, il était 2 crans au-dessus de lui. Donc, Cloud, je sais pas réellement voilà, ce qu'il vaut. J'avoue que je le découvre un petit peu en réalité là, parce que j'ai jamais trop suivi ce qu'il faisait. Mais en tout cas, ouais, Bourdon, là, par rapport à la concurrence française, en tout cas, celle qu'il peut retrouver aussi en championnat de France de Supercross, là, il était au-dessus et c'est cool à voir. Et c'est vrai qu'à part, pour le coup, lui, c'est vraiment dans la continuité de ses performances au Supercross de Paris. Je crois qu'il disait justement qu'il avait fini troisième il y a 2 ans. L'année dernière, il a fini deuxième ex aequo avec. Enfin, il était ex aequo au point avec Tom Vial, mais il a fini deuxième. Et là, cette année, il gagne. Ok. Ouais, mais j'espère qu'il va rouler comme ça en SXUS l'année prochaine, du coup. Puis avec la grosse blessure qu'il a eue, je m'attendais pas forcément à le retrouver aussi en forme. Il avait roulé la semaine dernière en Argentine en SX1. Et ouais, Luke Cloud, je l'attendais au-dessus du lot. Normalement, pilote australien qui fait en plus, je crois, le championnat australien cette année aussi en SX1, lui. Il me semble que c'est lui qui est, à moins que je confonde les noms, mais il me semble que c'est lui qui était deuxième, en tout cas derrière Wilson sur les 2 premières épreuves et tout ça. Donc je l'attendais quand même au-dessus du lot. Et j'ai trouvé que Bourdon était au même niveau que Cloud le samedi et au-dessus de Cloud le dimanche. Et ouais, belle surprise. Et du coup, ouais, merci Anthony Bourdon, parce que c'est clair que la catégorie SX2, du coup, ça nous a donné beaucoup d'intérêt à la regarder. Ouais, c'est clair. Bah, moi, j'ai trouvé que. Je sais plus, c'est la première qui gagne le samedi, Bourdon, ou la deuxième? Ça doit être la première. J'ai pas vu la première manche SX2 du samedi et il me semble que ça doit être celle-ci parce que j'ai pas Ouais. vu. Et la deuxième, du coup, bah, pour le coup, bah non, en plus, en deuxième, je crois qu'il était devant, il s'est fait doubler et donc il était un petit peu en dessous. Ouais, c'était assez étrange parce que il me semble que du coup, la première où il va le doubler et qu'il gagne, bah, on l'a senti un cran au-dessus et qu'en deuxième manche, comme s'il y avait eu un coup de mou là dans la deuxième, il s'est fait doubler et il n'a pas trop réussi à l'accrocher ou à concurrencer. Mais en tout cas, ouais, sinon tout au long du week-end, enfin, il était quand même dedans, il s'est bien battu et ça faisait plaisir à voir et ça a mis de la concurrence effectivement à Cloud. On a eu des belles bagarres quoi. Et puis jusqu'à la fin, à chaque fois, enfin, il se donnait vraiment jusqu'au dernier tour. Ouais. Et ça c'était cool parce que effectivement, même quand il finissait deuxième, il a souvent fini dans sa roue. Même quand il partait un peu plus loin, il cravachait pour essayer de l'accrocher. Donc c'était top ça. Ouais, du coup, ça t'a bien mis le paprika dans les épinards. Ouais, c'est ça. Bien épicé là. Bon, et catégorie SX1, allez, on va en parler quand même. Malcolm Stewart. Donc là, Clément, si tu veux m'applaudir, tu peux. Je te laisse 1 ou 2 minutes. Ah, ok, ok. On la joue comme ça. Et il a fait le geste, je le prends quand même. Coup de bol quand même, hein, j'avoue que je dis ça sans vraiment y croire. Ah bon, t'étais pas une Euh, semaine avant aux States, là, justement, sur le terrain d'entraînement, à le conseiller et tout, non non, mais j'ai fait un petit peu le tour, j'ai regardé un peu qui se sentait comment et j'avais vu que Malcolm, il envoyait le pâté sur le terrain husky, hein. Hmm. Non, mais waouh, il m'a surpris quoi. C'est même si encore une fois, j'ai l'impression quand même qu'on avait un Jet et un Hunter qui étaient pas forcément dans leur assiette, qui n'étaient pas hyper motivés. Alors bon, Hunter, il est tombé dans les whoops le samedi en finale et a priori, c'est quand même bien fait mal au bras, même s'il n'y a pas de vraie blessure. Et du coup, il a roulé le dimanche parce que bon, il est quand même payé pour venir rouler. Enfin, par respect quoi pour
toute l'organisation et les spectateurs. Mais de ce que j'ai compris, il s'en serait bien passé parce qu'il avait quand même mal et qu'il n'a pas trop forcé le dimanche. Jet, j'ai l'impression qu'il avait plus envie quand même, plus envie, qu'il avait envie de se refaire le dimanche après un samedi qui s'est pas passé comme il le voulait et qu'il était pas trop à l'aise. Et à côté de ça, Malcolm, malgré une moto qui fait un bruit bizarre en première manche, en super pole et en première manche le dimanche, il gagne toutes les courses du samedi et avec la manière à chaque fois. Enfin, en finale, le dimanche, il part derrière Jet, il double Jet, Hunter, Vial, Webb, il double tout le monde. Et il part 7 et à 5 minutes de la fin, il est déjà en tête. C'était sensationnel, quoi. Ouais, et puis il a fini à chaque fois avec des secondes d'avance aussi. Je crois qu'il y a une des manches 17 ou plus de 20, je sais même plus. Mais Ah ah ouais. ouais, c'est la première finale du samedi. Webb finit 2 derrière Mhm. lui, mais il finit à 17 secondes, je crois, un truc comme ça. Donc ouais, il avait mis Attends, tu dis la gros. première finale, la première manche ou la finale du samedi? Non, je crois la finale, Ouais, finale. ouais, ouais. Il lui a mis tempête. Donc ouais, franchement, il avait l'air déter et c'est vrai que les autres, bon, à part Webb, hein, bah, comme on dit, quoi, Webb, il joue placé, toujours là au bon moment, dans le coup quand même, pas loin de la victoire, sur le podium. Enfin voilà, vraiment des résultats qui sont très homogènes. Et par contre, les Lawrence, ouais, enfin surtout, ouais, Jet. Bon, après, ils étaient peut-être pas à l'aise, etc. Tu vois, mais par exemple, la chute de Jet avant les whoops, et après, il est sorti. Donc bon, c'est Ouais, pareil, je suis pas là, mais en Supercross US, il sort pas après une chute comme celle-ci, tu vois. Je sais pas ce qu'il y avait, mais c'est et clair. c'est là que je repensais à ce que je te disais, plutôt des primes d'arrivée que des primes de départ, parce que ça, bah ouais, ça me dérange de voir un peu ça et ça me dégoûte un petit peu pour pas, enfin voilà, je vais quand même nuancer mes propos. Dégoût, c'est peut-être un peu fort, mais je suis un peu deg parce que, enfin justement, tu vois je crois que d'ailleurs il y en a un, j'ai vu ça sur Instagram ou sur Facebook qui disait quand il est tombé en Super Pole. Il a dit mais 110 euros par terre. Un truc comme ça, tu vois, genre. Et bah là, voilà, je dis au revoir à mes 110 euros, quoi. Le mec, il a fait une petite chute avant les whoops, il a pris 3 heures à se relever, il a terminé les whoops et il est sorti, alors que je pense qu'il pouvait encore rouler. Et donc, effectivement, il y en a plein aussi qui payent pour aller le voir rouler. Donc, quand il n'y a pas de blessure ou de problème sur la moto, enfin, quand tu entends Malcolm Stewart qui, effectivement, semble avoir des coupures ou un truc bizarre sur la moto et qui continue de rouler, tu vois quand il est arrivé, ouais, c'est cool le chèque et tout, mais 2 secondes, là, je dois parler avec mon mécanicien, on le voyait que, tu Hmm. vois, il voulait rechercher le truc, machin, et s'est pas dit, ouais, un truc bizarre, si t'as pas le temps de regarder, on prend pas la course, tant pis, tu vois, on prend pas le risque. Mais en Et plus, il a dit, hein, et il a dit aussi au micro de la salle, il a dit ouais, elle faisait un bruit bizarre, on va regarder, si on trouve pas le problème, on sortira, tu vois. Et Hmm. ouais, enfin, au final, je pense que c'était dans un coin de sa tête, mais il a quand même voulu aller au bout. Je pense qu'il entendait du bruit, mais que au niveau de la moto, il sentait rien de bizarre, donc il a continué. Mais ouais, c'est vrai que après, on demande pas à Jet de prendre des risques. C'est moi, tu vois, et c'est pour ça que, en fait, de toute façon, je pense que si on réfléchit logiquement, les primes d'arrivée, les mecs, ils en voudront pas. Ils diront bah non, moi je viens pas parce que j'ai pas envie de rouler avec des mecs qui vont tout donner pour une prime d'arrivée. Alors que moi, je prépare mon championnat qui commence dans un mois et demi, tu vois. Déjà, sans prime d'arrivée, t'as Tom Vial qui a torpillé Jet. Non, on va en reparler plus sérieusement après. Mais t'imagines, en fait, si tu mettais des primes d'arrivée, enfin, ou alors ça veut dire que tu mets des primes d'arrivée que pour les Jets, Malcolm et tout. Et entre eux, de toute façon, vu qu'ils sont tous dans le même bateau à préparer Anaheim 1 qui est dans un mois et demi, ils vont pas non plus aller faire les fous, mais ils vont être un peu plus motivés. Mais sinon, si tu mets la même prime d'arrivée pour tout le monde, enfin, imagine un Cédric Soubeyras qui peut gagner 50 000 balles de plus au Supercross de Paris versus Jet. Jet, il va se dire bon, 50 000 balles, je prends pas de risque. Cédric Soubeyras, il dit si je dois aller bousculer Jet pour prendre 50 000 balles, je vais le faire, tu vois. Ouais, mais à la fois, enfin, tu vois, c'est des mecs, on n'est pas en ufolep, quoi. Tu vois, ils ont la tête sur les épaules, ils savent, non, mais ils savent la concurrence où elle est, etc. Et je pense qu'un Soubeyras, il sait très bien quand il y a un jet qui revient. Oui, il va se donner comme on l'a vu se donner face à Brighton une année, tu vois, là où ça c'était Hmm. beau, justement, se donner à fond, mais ça reste dans le respect, il va découper personne. Et voilà, donc juste, bah, t'interdis à Vial de venir parce que visiblement, même sans prime d'arrivée, l'autre il va découper ses coéquipiers. Mais non, mais voilà, je pense qu'ils ont un niveau de maturité et que ces gars-là, voilà, et que même celui qui justement voudrait courir et récupérer 50 000 balles,
Peut-être le Romain Pape, c'est pareil, je vois pas un Romain Pape aller tout droit dans un virage et se dire les gars, il y a 50 000 balles à la clé et penser qu'il a une chance de récupérer les 50 000 face à un Jet, Hunter, Malcolm et tous ces gars-là, tu vois. Donc, euh, donc je pense pas que tu risquerais d'avoir des comportements comme ça très dangereux, mais par contre, effectivement, bah, peut-être que ouais, il va y avoir peut-être un bloc pass un peu musclé à un moment donné ou un truc comme ça. Mais voilà, un Soubera, c'est pareil, il maîtrise son truc, il va aller peut-être mettre un bloc pass, mais il va pas aller tout droit et faire ce qu'un Alessi avait fait sur c'était qui Ezra Lusk? Non. Si, Non, non, Alessi, c'était sur Pascal Leray. Pascal Leray. Voilà, bah, tu vois, et Et là, Zralus, c'est encore une autre époque. ah ouais. Non, mais du coup, ouais, moi, enfin, j'ai regretté un petit peu quand je l'ai vu sortir. J'ai fait, ouais, c'est un peu abusé parce qu'effectivement, tu ne demandes pas de prendre de risques, mais à un moment donné, ou même un guidon tordu, tu remets le guidon droit, tu repars, tu vois, tu termines. Mais là, ouais, bah voilà, si je peux pas gagner, ouais, ça sert à rien, tu vois. Il y a pas d'enjeu, il y a pas d'enjeu pour moi. Hmm. Donc, Non, maintenant mais que je suis tombé et que j'ai perdu du temps, ça sert à rien. Je suis out pour les points du King of Paris en plus. Donc, voilà, je sors. Et bah, moi, ça, je trouve ça dommage quand même parce que bah, c'est pas ce qu'on veut voir. Effectivement, moi, j'ai pas l'impression du coup de voir le Jet qu'on voit en championnat AMA. Et ça, c'est dommage hmm. parce que nous, voilà, si tu as payé tes places, si tu regardes et que quand tu as un Jet, tu as envie de voir le même que tu vois à la télé. C'est le même jet que tu vois en championnat AMA dans la Gadoue. C'est ça. C'est que, ouais, ça faisait un peu, vas-y, c'est bon, ce samedi, il m'a saoulé. Voilà. Euh, Puis, tu vois, c'est un peu bizarre parce que moi, j'ai écouté le débrief de Pulp MX avec Jason Thomas. Et Jason Thomas et Steve Matthes, ils disaient je m'attendais pas à ce que Hunter il roule dimanche. Et il a dit bah si on me paye pour venir rouler, ça va, donc je roule, tu vois. Après, je vais pas forcer, mais je roule quand même. Et donc, tu vois, Hunter qui lui était quand même par terre jusqu'à la fin de la finale le samedi, il roule le dimanche. Et ouais, Jet qui se relève Enfin, je crois il avait un bel hématome aussi au coude de sa chute de la Super Pole. Mais encore une fois, comme tu dis, ça va. Et il pourrait au moins terminer et faire un coucou au public à la fin. Tu vois. Enfin, peut-être qu'il a fait le coucou, j'en sais rien. Mais Non, j'ai je vu suis la vidéo en d'accord. plus quand il est rentré dans les pits, hein. Il a parlé 3 secondes avec son mécanicien et puis au final il a même pas regardé la fin de la manche sur le bord de la piste. Donc non, c'est voilà, c'est un peu dommage. Après bon, le dimanche il a débloqué le 4 et donc il nous a un peu remontré qui il est et là c'était cool. Mais bon, je pense aux gens du samedi. Je pense fort à vous les gars. J'aurais été un peu dégoûté moi en tout cas si j'y avais été et de voir ça parce que voilà, tu veux voir des mecs qui se battent et et des mecs, ben voilà, pour le sport, encore une fois, quoi. C'est le sport, c'est tu donnes le meilleur de toi-même du début à la fin et bah là c'est t'abandonnes un peu vite et on sait que en plus, enfin t'es pas Prado, tu l'aurais pas fait ailleurs, quoi. Tu vois, c'est Hmm. tu le fais ici parce que bah c'est le Six de Paris et que c'est tranquille, on vient passer un bon moment, on prend des photos avec la Gadji devant la Tour Eiffel qui s'illumine et puis voilà quoi. Mais je pense que tu vois, à ce niveau-là, quand on a des pilotes plus âgés et plus avancés dans leur carrière, ils chérissent peut-être un peu plus cette opportunité de venir rouler à l'étranger, de rouler face à des fans comme les fans du Supercross de Paris qui les voient pas souvent et qui sont super contents de les voir. Et enfin, tu vois, Malcolm, lui, il a roulé, il n'avait pas besoin de gagner la dernière manche pour gagner le général, mais il est allé doubler tout le monde et gagner. Enfin, il a pris chaque opportunité pour donner tout ce qu'il avait et le meilleur de lui-même. Et c'est ce qu'on a vu avec Thomas et Roxen il y a quelques années aussi. Et ouais, je pense que c'est des. Et tu vois, enfin, un des points communs, en tout cas, c'est qu'ils sont tous un peu plus âgés. Et à mon avis, ouais, ils apprécient peut-être plus. Je crois que les frères Lawrence, de ce que j'ai entendu dans le débrief que j'écoutais, en fait, ils avaient un contrat déjà sur plusieurs années. Donc, je sais pas si c'est juste les deux dernières qui étaient combinées ou si c'était directement les 3 années de suite qu'ils ont faites. De ce que j'ai entendu, a priori, ils devraient pas venir l'année prochaine, quoi. Ok. Euh, euh, et je pense qu'ils se sentent un petit peu surmenés parce que maintenant sur 3 ans, ils se sont engagés sur le SX de Paris et l'Ossex Open et que ça leur fait quand même beaucoup de voyages, ça freine leur préparation. Jason Thomas il disait qu'au Press Day de Anaheim, donc en début décembre de l'année dernière, quand il les a vus, ils avaient l'air vraiment mais KO, alors qu'ils n'avaient même pas tant roulé que ça, leur préparation n'était pas tant avancée que ça par rapport à d'autres, mais juste parce qu'ils avaient voyagé un peu partout, les nations, le Supercross de Paris, le Sex Open, et que ouais, a priori l'année prochaine, ils vont plus se concentrer sur leur préparation et moins sur les courses à droite à gauche. Et moi, je trouve que je vais pas dire si c'est pour rouler comme ils l'ont fait, venez pas, mais enfin, ouais, celui qui paye 110 balles parce qu'il veut voir Jet, enfin, tu vois, l'année dernière, quand on y est allé, notre cousin Seb, il m'a dit je veux voir Jet en vrai. Donc, celui qui se dit je veux voir Jet, qui vient le samedi au Supercross de Paris et qui le voit,
genre un peu saoulé parce qu'il est tombé à la super pole et qu'il n'y arrive pas et abandonné après une petite chute. Ouais, c'est décevant, ça laisse pas un super souvenir et tu te dis: «Bon, bah, j'ai envie de le revoir une autre fois, je vais devoir relâcher des sous parce que là, je reste sur ma faim, quoi». Ouais, non, c'est ça, c'est que bah, justement, tu veux voir des attitudes plus comme Malcolm Stewart ou comme Roxanne et Thomas, que vraiment les mecs qui sont là. Et en plus, justement, bah, tu sais, enfin, comme au motocross des Ou même nations, les Webb, gars, hein. ouais, comme en motocross des nations, tu sais que les gars, ils sont vraiment là pour le sport, tu vois, mais que bah, ils le prennent à fond. Et c'est pas, bah, de toute façon, je suis déjà payé, et puis il faut pas prendre de risques parce que bah, ça, c'est, voilà, je fais du remplissage, par contre, de Mmh. salaire, quoi, et je viens compléter les fins de mois, quoi. Ouais. Tu veux les voir justement se battre et jusqu'au bout. Et effectivement, quand tu vois un Jet Lawrence à la télé, que tu vois tous les trucs qu'il fait, etc. Donc encore une fois, je nuance en disant, bah, le dimanche, on a déjà un peu plus vu ça. Et moi, ça me fait plaisir parce que je l'avais dit dès le départ. Quand je regardais le press day, j'ai vu aussi le press day MX Actu qui filmait, il disait ah le 4 je sais pas si je dis si tous les jours il passe le 4. Tu retombes bien tu prends bien la récep là, tu raccroches pas, tu clips pas la récep du off. Et il y va tous les jours avec leur 450. Tu voyais que les mecs, je suis sûr, ils accéléraient presque pas pour faire le trip, tu vois. Donc tous les Bah, jours, il y puis allait. encore une fois, hein, Tom, il a montré que c'était largement possible dès la première épreuve dès la Même quand première tu veux course au pas le samedi. faire, même quand tu veux pas le faire, en fait, ça t'incite à le faire. Mais du coup, non, moi j'étais sûr. Et quand j'ai vu le samedi que c'est passé, bon, je me dis bon, il est peut-être pas dans son assiette, il va pas tenter. Tu vois, il est peut-être pas à l'aise avec la moto, donc il va pas tenter, il va pas faire le fou. Et le dimanche, voilà, là tu l'as un peu plus vu à son aise et t'as un peu plus vu la démonstration Jet Lawrence que tu vois à la télé. Donc ouais, c'est un peu dommage pour le samedi que ça se soit passé comme ça. Mais sinon, en tout cas, ouais, Malcolm Stewart, il a dead ça. Ouais et là quand, Tom lui il avait dit, au micro, dans la salle, ouais peut-être un peu trop ou c'était peut-être à la télé, peut-être un peu trop, puissante la 450. Je me suis dit: «Ça aurait été cool qu'il soit sur une Kawa et qu'il dise ça quand même». Non, mais surtout, lui, par contre, aussi, il m'a énervé. Il va mettre un taquet à Jet Lorenz, du coup, il s'est arrêté de rouler, quoi. Enfin, il a enroulé et tout, et limite, tiens, je te laisse passer, j'ai pas fait exprès, je suis désolé. Ah ouais? Et J'ai même après, pas il a roulé. remarqué. Mais au moment où il lui met le taquet, bon, il a pris aussi un taquet dans la bouche, lui aussi. On voit que la tête, elle a tapé, tu vois, sur le guidon. Mais une fois qu'il a tapé Jet, après, il a enroulé, il a pas sauté le pont, là, enfin, la réception de freestyle, il l'a pas sauté. Et je crois, dans le même tour, peut-être, Jet, du coup, l'a redoublé, ou le tour suivant, quoi, en tout cas. Et ensuite, il s'est mis à rouler, tu vois. Je l'ai perçu, moi, de spectateur, et comme j'ai vu la situation, en mode, bam, purée, j'ai pas fait exprès, j'ai pas maîtrisé ce que j'ai fait, je suis désolé. Vas-y, quoi, genre, je suis trop gêné, je veux même pas continuer d'aller rouler, je regrette ce que j'ai fait, tu vois. Peut-être qu'il avait un peu peur de représailles parce que j'ai entendu dire qu'il était allé voir Jet après et qu'il lui avait dit, «J'ai pas fait exprès, regarde la vidéo, excuse-moi», et que Jet, bah, avant de voir la vidéo, était n'est pas n'a enfin, il s'en est pas pris à Tom, mais j'ai entendu dire qu'il était bien énervé et qu'ensuite quand il a vu la vidéo, il a compris, tu vois? Hmm. Mais que ouais, donc peut-être que Tom, il s'est dit: «Je vais attendre qu'il se relève et qu'il me redouble parce que j'ai pas envie de prendre un taquet, alors que moi j'ai même pas fait exprès ou quoi», tu vois? Je cherchais Ouais, pas ou vraiment voilà, ou la j'espère que je l'ai pas fait mal. Enfin, tu vois, genre, il me semblait très. Oh, pardon, j'ai touché au king, tu vois. Genre, c'était pas mon intention, les gars, je suis désolé. Genre, trop gentil et tout. J'étais là, mais vas-y, roule, tu vois, t'as pas fait exprès et tout. Bah, roule, et effectivement, tu vas le voir à la fin. Tu lui dis, je suis grave désolé et tout. C'était pas. Je me suis mis long sur le saut, j'ai pas fait exprès. Mais oui, parce que Jet, en plus, quand il se mange le taquet, après, il se relève, genre, il regarde. Comment ça, mon ouais, ouais, ref? de ouf. C'est genre, vraiment, tu vois le regard, tu te dis, mais il se passe quoi là, en fait? Comment ça? Tom, il s'est dit: «Oh là là, j'ai éclaté les 110 balles de team». C'est ça. Bon, pour en revenir un petit peu, ouais, Malcolm Stewart, aussi son enchaînement, avant le mur Milwaukee, qui est du coup, il avait, le team, Husky avait dit à DV que c'était, 2/10 plus rapide de faire comme ça. Hmm. J'aurais pas cru. Ouais, enfin Heu, moi, quand on me donne des chiffres comme ça, j'aimerais bien que tu me dises de où à où tu prends. Parce que si tu prends de la bosse à la dernière bosse, ok peut-être, mais il faut aussi prendre en compte le virage d'avant parce que tu le négocies je pas de la même pense qu'il façon. je pense que c'était de l'entrée du virage sable jusqu'à la sortie du virage, avant le mur Milwaukee. Parce que l'intérêt, c'était qu'ils pouvaient prendre le virage en sable plus à l'intérieur, donc passer quand même un peu moins de temps dessus, parce que même quand ils allaient à l'extérieur, les mecs, ils prenaient pas pleine bille et tout, c'était la galère l'entrée. Et par contre, ouais, l'entrée dans l'enchaînement était. Moi, je pense même que si tu prends juste crête à crête, première à la dernière bosse d'enchaînement, à mon avis, c'est pas plus rapide. C'est plus sur les virages après que tu viens gagner parce que tu pouvais pas aller serrer complètement à l'intérieur si tu faisais le quadruple de fin d'enchaînement. Tu allais dans le milieu du virage pour ceux qui allaient pas complètement à l'extérieur. Ben, Et je pense que tu entrais quand même plus fort pour faire le triple en entrée, tu vois.
Non, de crête à crête, tu rentrais pas plus fort, justement. Le triple, tu voyais que quand il faisait que double, ça allait moins vite. Il se faisait distancer là. Et je pense Oui, que c'est de ce que je faire. dis. Ah, Je dis que le triple en entrant dans l'enchaînement était plus rapide crête à crête que de faire le double, triple, quadruple ok. simple de Malcolm. Ouais. Ben voilà. Et du coup, je sais pas, parce que, encore une fois, c'est pareil. Enfin, si tu prends l'entrée du virage. Bon, je suis mitigé, il faudrait voir les chiffres, mais si tu prends un peu avant, tu es obligé de freiner plus tôt aussi. Tu vas moins bombarder dans la ligne de départ, tu vois. Sur la ligne de départ, là, quand tu la reprends dans l'autre sens, tu coupes plus tôt et tu dois aussi prendre ton virage, du coup, moins vite quand même dans l'intérieur. D'ailleurs, on a vu une ou deux Mhm. fois où c'était sketchy, là, Malcolm, quand il est rentré dedans en glissade et tout dans l'intérieur. Et donc, je sais pas, parce que quand il était derrière Jet, du coup, bah, les fois où il gagnait vraiment du temps, c'est quand Jet, l'avantage qu'il avait, par contre, je pense, c'est qu'à la fin de l'enchaînement, il pouvait prendre super bien son virage justement dans l'intérieur. Il allait même sur la Mhm. petite bosse et tout. On voyait que Jet, quand il atterrissait sur sa dernière bosse, là, comme ça, des fois, il était un peu sketchy le virage là. En Mhm. plus, il prenait pas vraiment l'extérieur, il venait au milieu du virage. Tu voyais que des fois, c'était un peu chaud, il allait se déporter sur les bottes de paille. Donc, je pense que là, il gagnait vraiment à maîtriser ce virage là. Et je pense que quand Jet n'arrivait pas à bien rester fluide, mais qu'il était vraiment sur les freins à l'atterrissage, il vire et ensuite il y va, je pense que là, il gagne un peu de temps. Peut-être que là, il a gagné ses 2 dixièmes. Mais quand Jet le réussissait bien, bah, tu vois, j'essayais de voir justement, parce que c'est ce qu'il avait annoncé DV effectivement à la télé. Et donc, je voulais voir, parce qu'ils se retrouvaient 1 et 2 à un moment donné, voir si ça gagnait. Et bah, je ne l'ai pas vu spécialement gagner de temps, à part à ce moment où il y a une fois, je Mhm. crois que Jet se rate un petit peu. Il va dans le milieu du virage et tu vois qu'il est vraiment sur les freins, quoi, plutôt que de relâcher les freins et négocier son virage. Et là, ça gagnait. Après, c'est peut-être un petit peu plus sûr aussi, du coup, puisque après lui, je crois qu'il l'a fait à tous les tours, le 4 au-dessus de la table. Donc ça avait l'air un enchaînement safe, en tout cas. Mais par contre, c'est vrai que pour revenir aussi, refaire un petit clin d'œil à la piste, ça, j'ai apprécié qu'on puisse faire 2 trajectoires et qu'ils soient compétitifs les deux, pour le coup. Moi, j'aime bien justement Ouais. quand tu fais des petits terrains dans le sable aussi. Là, j'aime bien toujours des petites doubles trajectoires, qu'il y ait plein d'enchaînements qui soient différents et possibles, et surtout qui soient compétitifs. Ouais. Mais c'est un peu un coup de bol, hein, parce que c'est super compliqué de faire un enchaînement où tu vas avoir plusieurs options et où elles se valent. Mm, mm. Mais Ouais, et puis des je fois, je pense pense que que les gars, ils pensent aussi à faire un truc et tout. Et puis en fin de compte, c'est pareil. Enfin, quand tu fais de l'imagerie mentale, que tu vois la piste, tu dis ah ouais, là, tiens, je pourrais peut-être faire ça et tout. Et au final, quand tu es sur la piste, pas du tout. Et ça se trouve, voilà, les organisateurs, ils avaient peut-être pas du tout prévu que ça fasse 4 au-dessus de la table, tu vois, peut-être dessus, parce qu'il y avait quand même, je pense, un double appel en sortie de sable. Il me semble qu'il était un peu plus petit sur la gauche, non? peut-être qu'il était un peu plus petit, Il me semble qu'il était un peu plus doux. mais j'irais pas jusqu'à dire que c'était un double appel. Mais bon, ouais, quoi qu'il en soit, oui, c'était peut-être un peu plus petit, un peu moins raide. Et là où je pense qu'il gagnait, ouais, c'est aussi sur le quadruple où il faisait par-dessus le simple table simple plutôt que de partir de la table pour atterrir dans le virage. Ouais. C'était moins haut du coup. Mm. Mais ouais, il prenait l'impulsion assis en travers parfois et tout. Mais tu voyais quoi, ça fusait le coup de gaz pour aller chercher ce 4 là. Ah, Il et puis tu te était. dis là, faut avoir les bonnes suspattes, hein, parce que moi, mon dos, il est en compote, hein, je te fais un appel. Le mec, il ratterrit assis. Et pareil, le 4 qu'ils ont débloqué, du coup, après Malcolm, il a suivi, il l'a sorti aussi. Ça m'a Mhm. bien fait plaisir, ça, d'ailleurs, de voir ça. Et il ratterrissait assis des fois, hein. Quand il passe web sur cet enchaînement-là, il Du ratterrit quadruple. assis. Mhm. Ouais, du Oui, quadruple mais il atterrit assis, mais t'inquiète pas qu'il est quand même ferme dans les jambes. dans une jambe, parce qu'il sort la jambe à la James Stewart, tu Oui, vois. oui, Le bien frérot, il sûr. lui a Ah bah, montré, hop, et bah ouais, il est bien ferme, mais bon, quand même, revenir d'un 4 sur une seule jambe. Bon, après, il est costaud, Malcolm, mais quand même, hein. Faut avoir le quad ouais, bien ouais. entraîné, là. Mais justement, c'est quoi? C'est la deuxième manche du dimanche où Malcolm il revient sur Jet et où ça se bataille presque un petit peu entre les deux là. Ça se peut. J'avoue que moi, à chaque fois, quand on regarde comme ça et qu'il y a beaucoup de manches en plus, je me Ouais, ça mélange se un peu de mélange. c'était dans quelle manche et tout. Surtout qu'on voit les mêmes pilotes qui, Parce à part. que il me semble il y a une course où genre ils étaient à même si parce que Maxime Martin il en parle que Jet il aime bien gérer ce 4 secondes d'avance, sauf qu'à un moment donné c'était moins de 2 secondes quoi l'écart qu'il y avait entre Hmm. les deux. Ouais, à un moment donné, il était revenu un peu quand même. Et je me suis dit Jet là il fait des petites erreurs et je pense qu'il est pas tellement en train de gérer. Je pense qu'il aimerait bien se barrer mais que il y arrive pas. Malcolm il est au niveau là sur cette manche. Hmm. Ouais, Je ouais, sais pas si, ce que je tu en me as souviens là, pensé. de cette manche justement où ils ont été. Et c'est là que je regardais précisément sur cet enchaînement justement où ils étaient vraiment l'un derrière l'autre, voir si ça gagnait un petit peu. Et il y a même un moment donné vers la fin de manche où Jet rate le quadruple. Malcolm le fait, donc là on voyait aussi que ça il gagnait quand même, hein, ce quadruple, là, il gagnait du temps Hmm. le long des tribunes. Mais ouais, non, franchement, c'était top de le voir à ce niveau-là. Et ouais, j'aurais bien aimé au moins qu'il ait l'opportunité de tenter un dépassement.
Mais bon, Jet, ouais, c'est vrai que c'est difficile à savoir s'il est en train de gérer, si au final il est là à fond, même s'il faisait des petites erreurs, tout ça. Je sais pas réellement. Ouais, c'est pour ça que tout le temps, les mecs derrière, allez-y, donnez-vous à fond, allez le titiller, qu'on voit comment il répond. Mais c'est vrai que le plus souvent, il a quand même répondu favorablement en disant bah, je remets un peu, quoi. Le plus souvent, il en a sous le pied, mais plus en MX qu'en SX, j'ai quand même l'impression. Moi, je pense que Jet, il est quand même plus battable en SX qu'en MX. Et du coup, tu vois, moi, c'est quelque chose que je remarque pas au niveau du pilotage, mais quand on entendait DV dire déjà par le passé que Jet, c'était plus un pilote de MX que de SX, bah, je trouve que face à ses concurrents du championnat US, ouais, ça se remarque parce que autant, même pour un Tomac qui est quand même 5 fois champion des États-Unis de motocross, il me semble. 5. 4, c'est 4. 4 en 450 en tout cas. Ouais, ok, oui, donc, et puis il en a un en outdoor, mais du coup, ouais, 4 fois en 450. Euh, je me dis, Thomas, qu'il a plus de chances de battre Jet en supercross qu'en moto. Alors après, Thomas, c'est pas non plus un nul en supercross, parce que certes, il a, et je vais mettre des grosses guillemets, que de titres de Supercross 450, mais bon, il n'en a pas 3 comme Webb ou 4 comme Villopoto et tout ça. Mais il a quand même, c'est le deuxième pilote à avoir gagné le plus de finales. Donc, c'est sur la longueur d'un championnat, il a peut-être plus du mal à tout mettre bout à bout, mais c'est un mec qui s'est roulé en Supercross, quoi, Tomac. Mais ouais, je me dis, et de ce qu'on a vu même l'année dernière, enfin, tu vois, il gagne San Diego, il était super chaud à Glendale, même s'il prenait des super mauvais départs, Tomac. Et puis après, il s'est blessé aussi. Et en outdoor, il était là tout le championnat. Et au final, il y a une manche qu'il a pris à Jet. Non, il y en a deux, enfin une deuxième dans la gadoue. Il y a deux manches où il était en train de le titiller en étant derrière, mais sans jamais réussir à le doubler. Et puis le reste du temps, il n'y avait rien, quoi. C'était Jet. Jet était largement au-dessus de Tomac. Donc, euh, donc ouais, je suis d'accord. Enfin, j'espère que les mecs vont se sortir les doigts et au moins en Supercross se donner pour essayer d'aller titiller le Jet, quoi. Ouais, moi je serais pas tellement d'accord avec le fait que ce soit plus un pilote de MX parce que la grosse particularité du Supercross, c'est les whoops. Et je crois que c'est l'un des meilleurs pilotes, pour ne pas dire le meilleur actuellement, à passer des whoops. Enfin, c'est pareil, quand tu vois la vitesse, et là encore à Paris, sur la Superpole et tout, tu vois la vitesse de passage dans les whoops, c'est quand même impressionnant. Et derrière, ça va être le timing, être bien précis, etc. Bah, celui qui ouvre justement en général des sauts, il répond présent, quoi. Il est souvent dans les premiers pour ça. Et tu le vois rarement, justement, des gros longs, des gros courts, enfin, galérer au niveau du timing. En plus, ce mec, visiblement, il va même pas marcher sur les pistes avant de partir au press day. Donc, assez surprenant aussi. Donc, ouais, j'ai pas l'impression. Après, moi, je pense que c'est plus lié peut-être au fait qu'une piste de supercross, c'est peut-être plus dur de régler la moto dessus qu'une piste de motocross. Peut-être que la piste de motocross, tu vois, les trous sont un peu semblables d'une piste à l'autre. Alors après, il va y avoir plutôt Mhm. texture sable ou plutôt texture terre, même si je trouve qu'aux États-Unis, c'est quand même la texture terre est un peu sablonneuse, même si c'est pas du sable de plage comme au Touquet, tu vois, ou à Southwick. Mais ouais, je me dis, c'est peut-être plus le réglage de la moto qui est un peu plus complexe. Peut-être aussi un peu moins d'expérience hein, avec le réglage d'une moto en supercross. Et quoi qu'il en soit, bah, c'est des pilotes qui ont quand même plus souvent roulé, et je veux dire comme tout le monde dans sa carrière, les pilotes ont quand même plus souvent Mhm. roulé en motocross, en grandissant en tout cas. Après, il y en a qui se spécialisent, tu vois, enfin Souberas qui fait plus de supercross quand même que de motocross dans sa carrière, mais je pense qu'en étant jeune, enfin quand tu montes pour la première fois sur une 65, une 85, c'est en motocross. Tu commences par le motocross, donc quoi qu'il arrive, le motocross c'est plus facile et plus accessible pour tout le monde. Mais Ouais, tu mais tu vois, vois, un mec comme Brighton, c'était un pilote de SX. Reed, il était bon en MX, mais il a quand même été catalogué en pilote de SX. Tu vois, il y a des pilotes comme ça qui, au final, ont plus de facilité, plus de compétences en SX que d'autres. Car Michael, même s'il a gagné tous ses titres, c'était plus un pilote de MX aussi. En tout cas, c'est ce que lui-même dit, tu vois. ouais, ouais, Zigan, pareil. bah, Après, ce que ouais. tu dis, ça me fait penser à ce qu'avait dit James Stewart en 2006, je crois, ou un truc comme ça. Il avait mentionné que on l'avait encore jamais vu à 100% parce que les pistes de Supercross ne te permettaient pas de rouler à 100%. Ouais, mais Et tu je me vois, dis que Jet, c'est peut-être la même chose. Il n'a pas autant la place, tu vois, de faire la différence comme il peut le faire sur une piste de motocross. Il a aussi moins de temps. On sait qu'il aime commencer doucement et petit à petit augmenter le rythme. Et ça s'est remarqué d'ailleurs, je trouve, dans la dernière finale, mais où il s'est fait déposer par Malcolm. Puis après, il finit dans la roue de Cooper Webb, tu vois. Mais tu voyais qu'il a pris encore 5 minutes à vraiment se mettre dedans. Et bah, en motocross, les manches durent 30 minutes, là où en supercross, elles durent quand même 10 minutes de moins, 20. Ici, Supercross de Paris, c'était encore plus court. Donc je pense qu'il y a un peu de ça aussi.
Ouais, mais après, Jet, il fait quand même très souvent des pôles, tu vois. Enfin, tu vois que même en vitesse, sur un tour, quoi, à chaque fois en supercross, En fin de session, souvent. ouais, mais il est là, quoi. Il est au rendez-vous, tu vois. Donc, mais Indigan, oui, l'appellation, voilà, dire que c'est plus un pilote de MX et tout, et que lui se reconnaît aussi là-dedans. Ben, je suis plus en accord avec ça parce que effectivement, et puis ça, je trouve que ça colle avec son style de pilotage. À fond, à fond, à fond tout le temps, mais sur une piste de supercross, tu peux pas être à fond tout le temps et tu vois encore moins avec une 450. Les gars, ils disaient souvent que la 450, le plus dur en fait, c'est de jauger. Que la 250, bah, quand tu dois passer un triple, en général, tu la mets à fond et c'est ce qui fait que ça va passer, tu vois. Donc avec Digan, je trouve que ça colle plus sur une piste de MX. Le mec, il n'hésite pas à aller se mettre à plat derrière une table, tu vois. Il a les suspensions un peu dures et ça passe. Sauf qu'en SX, tu te mets un peu long, bah, tu fais une viale, tu atterris sur une autre bosse derrière, donc Ouais, ça se passe moins bien, tu vois. Donc que lui, on dise qu'il soit un peu plus un pilote de MX, d'accord, parce que je pense qu'avec le timing, il a peut-être un petit peu plus de mal, avec des grands guillemets encore, mais et c'est surtout que ça colle pas trop avec son style de pilotage. Voilà, il est très à fond et moins précis, moins juste dans son pilotage qu'un Jet Lawrence. Ouais, Ah, mais moi, je trouve que est-ce que tu serais d'accord avec moi pour dire que Tomac, il a plus de chances de gagner une course face à Jet en SX qu'en MX? ben, je sais pas. Ce qui me donne un peu, ce qui me donne envie de te donner raison, c'est que bah il nous a montré l'année dernière qu'il a été capable de gagner en SX justement. Mhm. Mais enfin c'est voilà un très bon pilote de MX et je pense que enfin j'ai l'impression qu'à MX il est plus trop à son prime et j'ai l'impression que les pilotes aussi plus ils arrivent, plus ils prennent de l'âge, plus ils se dirigent vers du supercross only en fait ou pas Mhm. que only mais à vouloir performer en supercross. C'est parce qu'aussi aux États-Unis c'est quand même un peu la référence. Le supercross prime un peu quand même sur le motocross. Donc j'ai l'impression que c'est un peu la carrière qui se dirige vers ça, tu vois, et que bah là il est plus à son prime en motocross, qu'on l'aura peut-être plus à son prime en motocross, mais que quand il était à son prime, mais voilà, après on va encore retomber dans un débat où on va comparer deux moments qui ne se passeront jamais en même temps, du coup, le prime de Mhm. Tomac et le prime de Jet, du coup. Mais ouais, mais Il arrive le problème de Tomac, c'est sur la KTM. moi je pense que Jet est plus battable sur une piste de supercross que sur une piste de motocross, mais je ne dirais pas que Jet est un pilote de motocross et pas un pilote de supercross. Et je dirais peut-être plus que euh, c'est peut-être plus difficile de faire la différence sur une piste de supercross que sur une Mhm. piste de MX parce qu'effectivement, bah, quand tu passes le triple, bah, tout le monde passe le triple, tu vois, a priori. Que en motocross, bah, tu peux passer la table, mais tu peux passer la table en allant encore plus vite dans le virage d'avant, dans toute la ligne droite d'avant qui est pleine de trous. Et on le voit aussi, le jet arriver dans des trous pleines balles quand les autres vont un peu plus mollo, tu vois. Et c'est peut-être ce qui lui permet de faire un peu plus la différence. La piste, qu'elle soit défoncée, tu vois, c'est peut-être ce qui lui permet de faire plus la différence. Mais ouais, j'arriverai pas à dire que Jet, c'est plus un pilote de MX que de SX. Ouais, après, bon, on va pas s'éterniser sur ce sujet-là, mais tu vois, en comparatif, peut-être qu'en fait, justement, ce côté très fluide de Jet, il aime bien, tu vois, longer des extérieurs, enfin, pas que longer des extérieurs, mais être quand même très fluide et tout. À l'inverse, Cooper Webb, il aime bien prendre des tout petits virages tout serrés et tout, et il a trois titres de SX 450, et en motocross, il a gagné que deux courses. Donc, tu vois, je pense qu'on peut dire peut-être que Cooper Webb, c'est un pilote plus de SX au final. Ouais, mais Et pourtant, tu vois, c'est le pilotage un peu aussi opposé de Jet, en tout cas en choix de trace. Mais ça, je pense que c'est des trajectoires de carrière. Parce que tu regardes un Sexton en 250, en MX. Éclaté le garçon, il était pas là. Et puis dès qu'il a pu sauter sur une 450 en plus pour aller en MX, tu vois, enfin, je sais pas, il s'y sentait pas, il y arrivait pas, il trouvait pas les réglages, etc. Et moi, j'ai l'impression qu'un web, il s'est dirigé vers je veux gagner du SX, tu vois, via son père, il disait dans l'interview qu'ils sont partis aux États-Unis. Alors oui, ils auraient aimé gagner un titre d'or, mais ils sont partis aux États-Unis pour le Supercross, tu vois. Pas pour Hmm. en se disant bah on va performer en outdoor et puis en supercross bah ça a l'air cool et on va essayer et voilà tu vois on va faire ce qu'on peut. Ils voulaient aller là-bas pour performer en supercross, donc j'ai un peu l'impression que c'est des mindsets et il y en a d'autres qui au contraire arrivent à être sur tous les fronts en même temps. Enfin tu vois je vois un Sexton, les Lawrence etc qui eux veulent gagner partout, SMX, SX, outdoor etc et que bah en plus ils sont aussi plus jeunes, donc je pense que ça joue au fait qu'ils arrivent plus facilement à se donner à fond tout au long de l'année sur tous les championnats, etc. Comparé à Webb, par exemple. Mais ouais, tu vois, et même Cooper Webb, dire du coup, alors les résultats disent qu'il est meilleur en SX, mais tu vois, quand tu compares un Cooper Webb et un Jet Lawrence en SX,
Enfin, combien de fois, du coup, Cooper Webb a fait un meilleur temps, on va dire, qu'un Jet Lawrence. Donc, oui, il y a plus de titres, mais après, là, enfin, si on rentre dans les détails, il y avait qui Ouais, quand il les a gagnés. Enfin, tu vois, voilà, il y a- après, ils ne sont pas affrontés sur tous les titres de Webb, même sur aucun, puisqu'il s'est blessé cette année, Jet. Mais c'est pas non plus un championnat de pole position, tu vois. Il n'y a pas que le tour chrono qui compte. Non, c'est Mais, sûr, parce mais moi, qu'au final, Webb, il a gagné presque tous ses titres en sautant les whoops, hein. À part cette année, où il a fait l'effort de plus les dribbler, mais où bah, par moment, au final, les sauter, c'était ce qu'il y avait de mieux quand même. Et donc, mais tu vois, cette philosophie d'aller prendre des tout petits virages serrés, c'est quelque chose qui ne marche pas en outdoor, je pense, parce Ah qu'en non, outdoor, il faut quand même ouais, c'est garder sûr. plus de vitesse. Bon, on va revenir quand même Malcolm Stewart avec sa performance du week-end. Ça dit quoi pour 2026? Tu penses que c'est juste, enfin, qu'il faut pas trop y prêter attention parce que ça reste une course d'off-season, il n'y a pas tout le monde n'est pas au même niveau de sa préparation, même si lui disait que ses blessures du SMX étaient quand même plus sérieuses que ce qu'il pensait à la base au niveau de son dos et qu'il a repris la moto il y a que 2 semaines et qu'il n'était pas prêt et qu'il était en retard par rapport aux autres, etc. Donc, c'est ce qu'il a dit en tout cas à Steve Matthes au début du week-end. Donc, est-ce que tu penses que ouais, c'est juste une course d'hiver à laquelle il ne faut pas trop prêter attention? Ou est-ce que tu penses que ça veut dire que Malcolm devrait être encore meilleur qu'en 2025 l'année prochaine et peut-être gagner encore une course, voire plus? Ben, c'est difficile à dire. Pour être prudent, j'ai envie de dire, ouais, faut pas trop y prêter attention parce que toujours ces courses-là, que ce soit le motocross des nations, les courses off-season et tout, tu vois, il y a des moments, je me dis, mais enfin, tu vois, quand je voyais Souberas batailler un peu avec Vial, j'avais envie de dire à Souberas, prends une 250, usine, va aux States et fais double champion côte Est, tu vois. Mais on sait que dans la réalité des choses, c'est pas comme ça que ça se passe et que même si des fois, justement, il peut être proche d'une performance de Vial, on se doute quand même que si Souberas allait aux États-Unis sur une 250 et même une factory, qui jouerait probablement pas le titre, tu vois. Mais du coup, ces courses off-season, à chaque fois, ça chamboule un peu tout. Et bah, j'aimerais bien, hein. Moi, ça me ferait plaisir de le voir aux avant-postes et pouvoir en gagner quelques-unes des courses. Et je me suis dit exactement la même chose. Je me suis dit, mais quand tu le vois là rouler comme ça, tu te dis, mais pourquoi il joue pas un titre? Pourquoi il joue jamais un titre en 450? Là, tu vois, et qu'il a qu'une seule victoire en main event. Donc, Parce qu'il a quand même fumé Jet, quoi. ouais, bon, après, par contre, voilà, ça, tu vois, là, on arrive quand même à voir. C'est plus Webb que j'arrive jamais à cerner parce que tu te dis, il vient de déposer Webb 17 secondes sur une finale à Bercy, à Paris, tu vois. Comment ça, lui, il a qu'une seule victoire en main event encore, tu vois. Mais Webb, Hmm. il est difficile à cerner, tu sais jamais, parce qu'il roule toujours un peu de la même façon, du coup. Mais bah, il y a des fois ça gagne et des fois où c'est plus loin et ça va moins vite. Donc c'est vachement dur à jauger. Après les Lorenz, tu vois, voilà, on voit un peu plus, surtout Jet, je pense, qui était un peu plus voilà, en détente, tranquille. On prend le week-end à la cool, on passe un bon week-end, on se fait pas mal et on retourne au charbon en rentrant. Après, tu vois, ce serait un SXUS. Webb, le 4 à la fin de l'enchaînement le long des tribunes, il le fait, il le fait derrière Malcolm, il se met à le faire aussi, hein. Ah, je sais pas, hein. Je pense que Webb, il est venu rouler sérieusement, mais je pense qu'il s'est dit, genre, ce week-end, c'est 85% et puis c'est tout, quoi. Tu vois, on se donne, on est sérieux, mais on prend zéro risque. Et si on n'a pas, on n'a pas. Et d'ailleurs, on le Ah, je voit, sais hein, il pas, hein. n'essaye pas tellement de garder sa position face à Malcolm, il n'essaye pas de le reprendre, de le contrer. Il se dit, bah, Hmm. Malcolm, de toute façon, il est super chaud ce week-end. Là, il a fait quadruple, moi j'étais sur un triple simple, vas-y, laisse tomber, quoi. Ouais, ouais, je sais pas si tu vois s'il aurait fait ce quadruple quand même parce que ouais, mais il sort pas trop des gros enchaînements comme ça, tu vois. Ben, pas trop le premier, mais généralement, enfin, tu vois, c'est pas comme Vial qu'on a vu en 250 où parfois tout le monde fait un triple et lui, il veut pas le faire, tu vois. Genre, Webb, on a quand même pas trop vu ça non plus. S'il faut, il le sort, Oui, mais voilà, l'enchaînement, un triple que généralement. tout le monde fait. Donc oui, il est pas Ouais, spécialement mais là, ils comme étaient deux. Et deux. enfin, tu rajoutes Roxanne Thomas, il l'aurait fait aussi. Et Anderson, il l'aurait fait. Et Webb, derrière, il l'aurait fait aussi. Tu vois, Justin Cooper, il l'aurait fait. Il y a du monde qui l'aurait fait. Si c'était un SXUS, là, je pense qu'il y avait une prise de risque. Hunter, il l'aurait fait pour un SXUS. Après, le Hunter, il avait mal au bras. Donc, si Hunter qui a mal au bras aux US, il le fait peut-être pas. Mais Hunter qui a pas mal au bras, il le fait. Peut-être. Bon, allez, on va terminer cet épisode en parlant quand même de notre Tom Vial national qui revient à la maison. Première course sur la 450 Honda HRC. Donc là, encore une fois, beaucoup de nouveaux, hein. Première course 450 en SX, première course 450 tout court. Première course sur une Honda. T'en as pensé quoi? Première course en Fox, Ouais. belle au niveau du casque. Bah Le pas casque, c'est mal. un Fox aussi, hein. Non, c'est un bel.
Ouais. Ah ouais? Et mon pote Loïc m'a fait remarquer qu'effectivement, en Europe, ils sont souvent équipés Fox, Bell, les pilotes qui sont Fox. KD Wolf, il est en Mais Bell. pourtant, Geyser et Fernandez, ils étaient Fox Ouais, jusqu'à cette année encore, hein. ouais, mais ouais, Mais aux US Pro Circuit aussi, ils sont comme ça, ils sont Fox et casque belle. c'est vrai. Eddie Wolf, il est aussi en Fox, casque Bell. C'est vrai. Donc, bah, du coup, je trouvais qu'il y avait des airs de Shimoda, un peu. Je pense qu'ils doivent avoir à peu près le même gabarit. Et non, mais c'est vrai. Quand je le voyais sur la moto, là, j'avais un peu l'impression de voir Shimoda à certains moments. Peut-être la posture aussi, la position. Mais bah, écoute, pas mal, hein. Je pense qu'il était un peu là où c'était cool d'avoir mené quelques tours aussi. Je pense que, à part, je te dis, ce qui m'a un peu saoulé là quand je l'ai vu mettre un taquet à prendre 3 ans là pour se remettre et tout, genre j'ai tapé la tête. Non, on sait que t'as tapé la tête, d'accord, mais c'est pareil, là t'aurais continué normalement. C'est juste que t'as tapé aussi Jet Lawrence et que en plus c'était pas fait exprès. Donc c'est un peu dommage, mais le reste, bah, c'est à son image, je pense, propre, pas de folie. Et puis, bah, il est fini combien du coup 5 du général. Ouais, je pense que c'est ça. Je suis même pas sûr de son résultat final. Ou Mais peut-être un tout j'avoue petit peu que, mieux, vu que les Lawrence, ils ont un peu capoté certaines courses. Au final, il est peut-être 4 au final, un peu plus haut, quoi, je sais pas. ouais, je pense, non, je pense qu'il doit être 5 parce que ils étaient ex aequo à un moment donné avec Jet, ex aequo au point, mais avec le tiebreaker pour Jet pour la troisième place, Hunter et Jet. Donc je pense qu'il doit être juste derrière les deux, Tom Vial. Mais Ok. ouais, moi je trouvais que c'était bien. En fait, c'était aussi bien que ce que je pouvais espérer. S'il avait fait mieux, ça m'aurait surpris. Là, du coup, je suis pas surpris. S'il avait fait moins bien, j'aurais pas été déçu non plus. Un peu moins bien, j'aurais pas été déçu. Je trouve que c'est vraiment bien ce qu'il a fait pour une première. Et, euh, et ouais, c'était cool de le voir. Et je me disais, parce que j'ai revu la finale du dimanche dans les transports en rentrant, je me disais, mais ça aurait même été cool qu'il fasse un truc à la Conen et qu'il se fasse les deux trois premiers SX sur la Honda, quoi, et voir ce que ça donne et tout. Et voilà, peut-être planter une graine dans la tête des teams pour dans 2 ou 3 ans. Je sais pas s'il a signé 2 ou 3 ans J'ai en vu un MotoGP là. article multi-year deal, donc plusieurs Ouais. années, il précisait pas combien, mais je sais Donc aussi ça que doit être ça deux reste. avec une troisième en option. Ouais, je sais que ça reste quand même dans leur tête parce que sur l'interview justement sur le big de Fred Vial, il disait justement enfin, c'était presque l'idée même, revenir en Europe, mais avoir du bon matos en fait, dans de bonnes conditions avec un team qui veut d'eux euh, et, euh, et pour voilà, performer et bah, peut-être être rappelé aussi par la suite par un team, avoir une passerelle justement pour faire du Supercross 450. C'était dans leur tête et presque le plan quoi. Ouais, et d'ailleurs, même tu sais, sur Automoto la chaîne, Tom Vial, à un moment donné, dans un petit segment, il lui demande l'idée derrière pourquoi revenir en Europe et tout. Et je crois qu'il dit un truc du genre c'était Honda m'a vraiment proposé quelque chose qui me permettait de tout avoir pour bien rouler. Je sais pas exactement ça qu'il dit, mais c'est un peu comme ça. J'ai l'impression qu'en fait, si tu lis un peu entre les lignes, l'idée, c'est un peu aussi la KTM, c'était pas ouf cette année et j'avais pas trop envie de rouler sur une KTM en SX quoi. Je me demande s'il n'y avait Bah, pas un petit peu de ça. Bah, je pense qu'en réalité, non, parce que du coup, dans l'interview, je vous invite à aller la voir là sur le Big, il lui pose la question. En fait, c'est l'objet du truc. Pourquoi être revenu en Europe et c'est juste qu'en fait, ce qu'il lui proposait, il dit que Fred et Vial, il dit que De Coster, ils lui ont proposé ils lui ont fait une proposition, mais qui était bien en dessous de celle de Honda et que bah, il s'attendait à mieux en étant 2 fois champion à SIC Côte Est. Je crois qu'ils lui ont proposé aussi d'aller chez Husqvarna, sinon. Sauf que lui, il disait, Mhm. mais bah non, enfin, on n'a pas envie d'aller là-bas. Et c'était un peu de comment lui l'a perçu, c'est on veut plus de toi, mais bon, t'as quand même gagné 2 titres, donc on peut te caser ici si tu veux, quoi, en gros, tu vois. On peut te trouver une petite place par là. Mais bon, lui, c'est pas une petite place qu'il voulait à un moment donné. Et il trouvait aussi que l'attention, elle est souvent redirigée aussi sur un seul pilote, enfin en tout cas dans le team Red Bull Mhm. KTM aux États-Unis, et que bah, les autres derrière ils bénéficient pas du même budget, visiblement, tu vois, c'est pas bien réparti et tout. Ils parlent du budget, enfin ils parlent de plein de choses qui sont intéressantes, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais voilà, du coup, ce qu'il en ressort, c'est que eux, pour le coup, ils s'intéressaient à lui, Honda, et ils lui ont vraiment proposé un bon truc, donc je pense une bonne rémunération, et effectivement, d'avoir justement, je sais que dans des interviews, il parle de, bah, il y a le mec, il dit, il y a le mec des suspensions qui est avec moi et tout, qu'il avait l'air de dire qu'aux États-Unis, pour avoir le gars des suspensions avec eux, faire du testing, changer des choses, et tu vois,
avoir quelqu'un justement pour changer des choses sur la moto quand ça va pas, que bah, tu n'avais pas grand-chose quand tu étais Tom Vial et que tu arrivais aux États-Unis, que là, voilà, ils ont l'air d'avoir un suivi et de pouvoir mettre en place des choses pour essayer de s'améliorer et de progresser. Ok. Après, moi je trouve ça normal que tu es Tom Vial, tu passes en 450 chez Red Bull KTM, tu n'es pas forcément la même attention que Tomac qui arrive. Tu es 2 fois champion SX-US, mais faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Alors après, tu m'as dit que si on écoute l'interview de Fred Vial, il dira aussi que si Tom il a autant galéré à aller gagner le titre cette année, c'est parce que la moto elle n'était pas au point, qu'il y avait des problèmes d'amortisseur et tout. Mais voilà, enfin, Tom Vial, il ne faut pas s'attendre à passer devant Plessinger, qui est 3 fois champion 250, 2 fois en SX, 1 fois en MX, qui a passé devant Thomas, qui a tous les titres et toutes les victoires et la performance encore qu'il a eu quand il a roulé cette année en 450. Faut pas s'attendre à passer devant ces mecs-là juste en se basant sur tes résultats de ces 2 dernières années en SX. Non, mais 250. visiblement, en Europe, il avait l'air de dire que les budgets ils étaient bien répartis et que tout le monde avait le droit au même nombre de pneus, par exemple. Je crois qu'il prend cet exemple-là, un nombre de pneus pour les essais, pour ceci, pour cela, tu vois, et un nombre de pneus. Et sauf qu'il disait qu'aux États-Unis, t'en as un qui va avoir un certain nombre de pneus et Tom Vial, il en aura qu'un seul pour faire 2 séances ou je sais pas trop quoi, tu vois. Donc c'était plus là-dedans qu'il disait, après, évidemment, au niveau salaire, etc., que t'es pas la même paye qu'un Plessinger, parce que c'est pareil, il parlait de Coster ensuite à parler des ventes des motos, parce qu'il a été aussi interviewé sur le Pic, donc n'hésitez pas à aller voir aussi, ça fait un peu la réponse, tu vois que Fred Vial répond à De Coster de manière interposée comme ça, et il disait que De Coster, eux leur but c'est de vendre des motos, et que un Plessinger, même si il est pas au top, enfin voilà, il est pas premier, il gagne pas de championnat ou quoi, ils vendent quand même plus de motos, les followers sur Instagram, etc., tu vois, c'est une dimension importante pour un team, et donc c'est aussi ce qui fait que Tom Vial, même si tu as gagné, etc., tu vends moins de motos aux États-Unis qu'un Plessinger. Donc on mettra moins de ronds sur toi. Mais c'est vrai qu'après, au niveau du budget, tu vois, faut quand même que tout le monde ait la possibilité. Enfin, dans ce cas-là, tu progresses jamais, tu vois. C'est élitiste et c'est celui qui est premier. Sauf que quand tu es un team, ton but, c'est que ton deuxième et ton troisième, enfin, tu vois, parce que quand tu perds ton premier pilote, tu fais comment après? Tu es bien content d'avoir le deuxième et le troisième, tu vois, pour pouvoir performer et de vendre des motos et se montrer, faire des podiums, etc. Donc je pense que c'est important. Le salaire de base, il ne soit pas le même, tout à fait d'accord. Mais que par contre, si tu permets à Sexton d'avoir 3 trains de pneus différents, tu vois, que Tom Vial puisse avoir ces 3 trains de pneus différents aussi, tu vois, qu'il ait les mêmes conditions dans lesquelles il puisse. Ouais, je suis d'accord que là, pour l'histoire des pneus, oui, enfin, c'est en plus pour ce que ça leur coûte des pneus, c'est lunaire comme. Mais je pense que si ce cet qu'il y a exemple aussi, est vrai, c'est le préparateur suspension, je pense aussi, tu vois, et c'est que effectivement, le préparateur suspension et les ingénieurs suspension, ils peuvent pas se dédoubler. Je sais pas si c'est un gars qui connaît toute la magie, tu vois, et qui du coup, s'il est avec Sexton, il peut pas venir avec Vial en même temps. Mais si c'est qu'un seul gars, effectivement, essayer de répartir un peu au mieux, et que là, visiblement, et c'est ce que disait Ferrandis aussi avec l'arrivée de Tomac chez Yamaha. Bon, visiblement, Tomac, il était un peu de mèche quand même avec le préparateur de fourche, donc c'est ce qui faisait aussi qu'ils étaient un peu tout le temps fourrés ensemble, mais que du coup, lui disait, moi, j'ai besoin de tester, j'ai besoin de faire des choses, et je peux pas en fait, parce qu'il monopolise le gars, tu vois, derrière pour les suspensions. Donc ça, c'est sûr que c'est un peu embêtant et c'est dommage. Ouais, c'est sûr. Bon, et sinon, vraiment pour terminer, MGT Design, il en pense quoi du numéro 16 de Tom au SX de Paris? À vomir, on croyait qu'on était dans les jeux vidéo, là, MXGP, là, tu te souviens, on pouvait même pas le grossir et tout, le truc tout droit en Je bâton. me suis dit la même chose, ouais. Enfin, je me suis pas dit à vomir, mais l'aspect, Monster Energy Supercross ou MXGP, les jeux, moche. C'était laid. Ouais. Faudra pas faire ça en MXGP l'année prochaine. Non. Moi, si c'est comme ça, je vais pas à la Capelle. C'est clair. Ça va le faire. Ça, je pense que ça va le faire réfléchir. Bon, écoute, c'est tout pour le Supercross de Paris. Ouais, mais par contre, petite annonce là qui vient de tomber aussi juste avant qu'on lance le podcast. Eh ben, j'ai pas vu, donc dis-moi. Notre petit Ferrandis national. Ça y est, sur la Ducati. C'est officiel. Et ouais, petite vidéo de Putain, je présentation. me disais, en plus, j'y réfléchissais dans la journée, je me disais, on a toujours pas de nouvelles Ferrandis Ducati. Je me suis connecté sur Facebook avant de t'appeler et là j'ai vu Dylan Ferrandis a changé sa photo de profil. Ouais, on est potes sur Facebook. Et a changé sa photo de profil, de couverture. Et du coup, je voyais juste le maillot, je clique dessus et là il est sur la Ducati numéro 14 Red Bull. Donc c'est cool. Il y a une vidéo ou pas? Pas quand il roule, mais il y a la petite vidéo de présentation avec Barcia aussi, où les deux petits regards méchants et tout, tu vois là. Ouais, en plus. Troy Lee aussi qui dessine, qui commence un peu à Barcia, faire la peinture. il déteste
pas vraiment qui que ce soit, je crois, mais il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas trop. Et Dylan, en tout cas, avant d'être teammate, en faisait partie. Ouais, c'est clair. Mais j'ai hâte de voir du coup, tu vois, si ça se dit après, tu sais, en conférence de presse, là, à Naïm, ouais, bah, c'est cool, on est une bonne équipe. Et puis, c'est... Ah, mais non, parce qu'il est toujours avec Aldon Baker, Barcia. Ah non. Ah non, c'est vrai, il était parti l'année dernière. Purée. Bah, du coup, tu Ouais. vois, j'ai hâte de voir s'ils s'entraînent ensemble, les deux, parce que par contre, Ferrandis, il était à Moto Sandbox, donc je sais pas s'ils vont avoir, s'ils vont se retrouver tous les deux en même temps à l'entraînement, mais si j'ai hâte de voir en fait Anaheim 1 et qu'ils disent, ouais, Mhm. on a une super équipe, et puis en plus, bah, on est, voilà, on est deux bons pilotes et tout, donc on arrive à se tirer vers le Ouais. haut, et je pense que Ils vont peut-être nous sortir des vlogs ensemble, hein. ah, ce serait beau. Dylan, il est très fan de ça, en plus, faire des vlogs, il adore. Oui, les réseaux et tout, ils kiffent. Bon, bah écoute, cool, j'espère qu'ils vont vite sortir une petite vidéo. Et puis c'est pareil, là, Dirt Shark, pour la vidéo de Sexton, ils nous ont mis un truc sur Instagram et tout, mais sûrement une vidéo 10 minutes de YouTube où il roule sur son SX hawaïen, là. Ouais, Elles mais sont là, stylées, les il y a vidéos. aussi une vidéo vite fait où il passe des whoops, il prend un virage et tout, là, où il roule un petit peu. Donc, il dit. Sexton? Ouais, il y avait écrit Mais Bootcamp c'est que sur Insta, Day ça. One. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais j'aimerais avoir, tu vois, me la mettre sur la télé, sortez-moi Ouais, une vidéo un peu plus longue, 4K, et on regarde ça, quoi. ah ouais, c'est vrai que t'as ça, toi. Purée. Moi, je me la mets 3-4 fois, hein. Je peux te dire que les vidéos de Tomac sur un KTM, là, au terrain KTM, je les ai regardées plus d'une fois, hein. Ça Et fait du coup, passer le temps. t'as vu Prado avec la moto en chopper et l'amortisseur pété à Et l'arrière? non, c'est pas ça. Non, parce que je regarde que Tomac. Heureusement qu'il est pas payé, Prado. Ouais, je regarde pas les gens qui abandonnent. Oh. Non, vas-y, je déconne. Allez. Bon, bah écoute, merci Clément, merci à tous de nous avoir suivis. Si vous êtes encore avec nous après plus d'une heure de podcast, c'était l'épisode consacré à la deuxième épreuve du championnat du monde de Supercross et au Supercross de Paris édition 2025. Et week-end prochain, il n'y a pas de course, en tout cas à l'international. Donc on va prendre une petite semaine de repos à nouveau parce que c'est quand même l'off-season pour nous aussi. Et on se reverra, je pense, dans 2 semaines après la troisième épreuve du championnat du monde de Supercross qui se déroulera en Australie et où on retrouvera à nouveau Digan avec aussi Tomac, Webb normalement. Je ne sais pas si Roxanne l'a fait celle-ci. Et il me semble que Justin Cooper, non, Justin Cooper, les deux qui faisaient, elles sont passées. Donc ouais, et Vial devait la faire, mais ne l'a fait pas finalement. Donc ça devrait être ça, Digan, Webb et Tomac. Allez Clément, à plus. Ciao.